Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans le cadre donc des exposés en classe de seconde. Un exposé donc sur la forêt amazonienne, un espace exposé et fragile. Dans un premier temps, nous verrons ce qu'est la forêt amazonienne, où elle se situe et quelles sont les différentes espèces que l'on peut y trouver. Dans un deuxième temps, nous verrons en quoi la forêt amazonienne est menacée et par quelles activités. Et enfin, on se penchera sur des solutions d'avenir et des enjeux à venir pour cette forêt amazonienne. Donc c'est parti, la forêt amazonienne, un espace exposé et fragile. Commençons sans plus attendre par une présentation rapide de la situation de l'Amazonie. Alors la forêt amazonienne est la plus grande forêt tropicale du monde et l'Amazonie s'étend sur plus de 7 millions de kilomètres carrés, soit 12 fois la taille de la France. La forêt amazonienne, quant à elle, représente 5,3 millions de kilomètres carrés. La forêt amazonienne se situe principalement au Brésil, mais elle s'étend sur 9 pays. 9 pays que l'on peut, que l'on peut voir ici en vert, donc la Bolivie au sud, le Pérou, l'Équateur et la Colombie à l'ouest, le Venezuela au nord, le Guyana, le Suriname et la Guyane française au nord-est, et le Brésil qui occupe donc la majorité de cette forêt amazonienne, puisque 63% de la forêt amazonienne se situe au Brésil, contre 10% pour le Pérou et 6% pour la Bolivie, la Colombie et le Venezuela, à peu de choses près. L'Amazonie est entourée donc par le fleuve Amazone. Plus précisément, elle entoure le fleuve Amazone qui prend sa source au Pérou, au niveau de la cordillère des Andes, et se jette donc dans l'océan Atlantique via le Brésil. L'Amazonie est surnommée le poumon vert de la planète, et ce surnom est probablement quelque peu abusif, puisque si on la surnomme ainsi, c'est parce qu'elle émettrait davantage d'oxygène que ce dont elle a besoin. On entend dire ainsi que la forêt amazonienne générerait 20% de l'oxygène que nous respirons. Cela est faux puisqu'une forêt rejette autant d'oxygène qu'elle en absorbe. Aujourd'hui, cette forêt amazonienne régresse chaque année et elle pourrait à terme libérer plus de carbone que d'oxygène. Et c'est là le vrai problème. Si le surnom donc de poumon vert est abusif, la forêt amazonienne représente quand même un puits de carbone important, elle absorbe du carbone de manière importante et en fonction de l'avancée de sa dégradation et de la perte de cette forêt, on pourrait avoir un excédent de carbone rejeté dans l'air. La forêt amazonienne représente 40% de la forêt tropicale globale. Donc ces forêts tropicales sont celles situées entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Elle est également le plus grand réservoir de biodiversité du monde et sa richesse végétale et animale est incomparable. 10% de la biodiversité mondiale, à minima, et 50 à 70% de la biodiversité mondiale, selon la WWF, se situerait en Amazonie. On dénombre en Amazonie 390 milliards d'arbres, dont 16 000 espèces différentes. Il y a 60 fois plus d'arbres adultes que d'hommes. Il y a 2,5 millions d'espèces d'insectes, environ 40 000 espèces de plantes, 2200 espèces de poissons, soit 20% des poissons du monde, 1294 espèces d'oiseaux, soit 20% des oiseaux du monde, 427 espèces de mammifères, 428 espèces d'amphibiens, 378 espèces de reptiles. Par ailleurs, 25% des médicaments prescrits proviennent de plantes découvertes dans la jungle amazonienne, dont certains anticancéreux. De nombreuses espèces aujourd'hui ne sont pas encore répertoriées par les scientifiques et depuis 1999, ce sont 2200 espèces qui ont été découvertes dans la forêt amazonienne. On retrouve en Amazonie de nombreuses espèces endémiques, donc des espèces que l'on trouve uniquement en Amazonie. C'est le cas par exemple du paresseux, mais aussi du tamarin empereur, donc ce petit singe à moustache. C'est le cas également de la Paraponera, c'est la fourmi dite balle de fusil qui a la morsure la plus douloureuse au monde.
C'est le cas du pirarucu, qui peut mesurer jusqu'à 5 mètres et peser jusqu'à 400 kg, donc ce poisson que vous voyez ici à l'image. C'est le cas également du capybara, qui est le plus grand rongeur du monde, qui peut mesurer jusqu'à 1,35 m et peser jusqu'à 65 kg. On y trouve également de manière endémique le dauphin rose, qui peut mesurer lui jusqu'à 2,80 m et peser jusqu'à 160 kg. Ou encore, c'est le cas de l'iguane d'Amazonie, qui peut mesurer lui jusqu'à 1,80 m et peser jusqu'à 13 kg. Alors on retrouve également en Amazonie des haras rouges, donc ce type de perroquet, des jaguars, mais aussi des piranhas, des toucans, ou encore des loutres géantes comme celle-ci ici à l'image. Environ 9% de la population en Amazonie est constituée par des indigènes, qui sont regroupés en 350 groupes ethniques différents. Plus d'une soixantaine de ces groupes se trouvent isolés et ils parlent 170 langues en tout. 114 peuples dits isolés sont recensés au Brésil et des territoires amérindiens sont reconnus au sein de la forêt amazonienne par le Brésil. Donc, si vous regardez les territoires indigènes reconnus par le Brésil sur cette carte, il y en a donc 114 peuples isolés donc, au Brésil, et les territoires amérindiens sont reconnus au sein de la forêt amazonienne sur le territoire brésilien. Et ici, vous avez la tribu des Kaapor qui vivent à l'intérieur de cette forêt amazonienne. Ainsi donc, nous venons de voir que la biodiversité au sein de l'Amazonie est incomparable. Mais cette biodiversité amazonienne est aujourd'hui en danger. Elle est mise en danger par une déforestation importante, un déboisement important à mettre en lien avec les activités humaines. Pensez donc, on estime qu'environ 20% de la forêt amazonienne a disparu depuis 1970 et nous allons voir que les diverses activités humaines en Amazonie contribuent nettement à cette déforestation et à cette mise en danger grandissante de la biodiversité. Ainsi, la forêt amazonienne est donc un territoire fragile et exposé à de nombreuses menaces. Si on regarde cette carte, on voit que les principales zones de déforestation se trouvent, pour le Brésil du moins, au sud de la forêt amazonienne. Alors, si on prend l'ensemble des tensions pesant sur l'Amazonie, on peut évoquer dans un premier temps, l'étalement urbain et l'extension des villes. Ainsi, la capitale donc, de l'Amazonie, la plus grande ville brésilienne en Amazonie, Manaus, compte aujourd'hui plus de 2 millions d'habitants, avec 2 300 000 habitants environ. La ville de Manaus, on l'a notamment vu lors des informations vers le mois d'octobre 2023, puisque les feux en Amazonie se propageaient, la fumée de ces feux se propageait largement dans la ville de Manaus. Si on regarde à travers les flèches, on va voir également la progression de la déforestation un peu partout au sein de cette forêt amazonienne, déforestation liée à des fronts pionniers agricoles. Alors des fronts pionniers, c'est simplement l'utilisation et l'exploitation de terres qui jusqu'alors n'étaient pas exploitées par les hommes. Du moins, pas exploitées par les hommes au sens où les tribus donc amérindiennes vivant en Amazonie n'exploitent pas la terre comme nos sociétés le font. C'est dans les années 1970 que le Brésil s'est lancé dans la conquête de l'Amazonie pour la dictature militaire en place au Brésil dans les années 60-70. Il s'agissait de donner à des hommes sans terre des terres sans hommes. C'est du moins ce slogan qui était mis en avant. Il faisait fi des populations amérindiennes et l'idée c'était de doter en terre donc des éleveurs, des paysans pauvres du nord du Brésil ou du sud et ainsi que des habitants des favelas. Et cette exploitation agricole va être l'une des causes, l'une des premières causes de la déforestation en Amazonie. La première cause est effectivement agricole. Et les arbres sont incendiés pour permettre l'avancée des fronts pionniers agricoles.
Alors, ensuite, on peut voir, d'autres éléments. Donc on va trouver, du minerai, on va trouver du pétrole, dans cette forêt amazonienne. On va trouver, parmi les minerais de l'or. On a de l'orpaillage, illégal et on va avoir également la présence de routes qui vont faciliter, l'exploitation de cette forêt. Et donc tout ça mis bout à bout, ça va montrer les différentes tensions pesant, sur la forêt amazonienne. Si on prend l'élevage, l'élevage compte pour, les 9/10 des terres déforestées, hem et l'agriculture, hein, pour les cultures de soja, compte pour 1/10 de ces terres déforestées, si on prend l'ensemble des terres déforestées pour l'agriculture et l'élevage. Les dernières années ont été marquées par de nombreux départs de feu qui ont été orchestrés par les agriculteurs afin d'étendre leur surface cultivable pour faire de l'exploitation de soja ou de l'élevage, massif de bœuf. Par exemple, 70 des exportations de bœuf brésilien sont le fait, de, 3 grandes firmes, JBS, Marfrig et Minerva. JBS, en 2022, disait avoir abattu 75 000 bovins par jour, hein, pour une clientèle située dans 190 pays différents. La viande de bœuf est ainsi la première raison de la déforestation en Amazonie. Alors, en théorie, il est interdit aujourd'hui, de déforester, pour faire de l'élevage extensif. En revanche, ce qu'il se passe, c'est que pour masquer, l'origine, plus ou moins légale ou illégale du bétail, certains éleveurs font passer leurs animaux d'une ferme qui ne devrait pas exister à une ferme qui, elle, existe, hein, donc d'une ferme sale à une ferme propre et cela permet en fait, d'officialiser, la vente du bétail. En théorie, l'Amazonie ne devrait pas être déforestée aujourd'hui pour créer des, zones d'agriculture ou d'élevage extensif. Alors là, vous avez ici une ferme avec, de nombreux, bovins qui vont être menés à l'abattoir, hein, qui vont servir à la production de bœuf brésilien, exportés à travers le monde. De la même façon, les cultures, extensives de soja servent en partie à nourrir, les, bœufs et les bovins et servent donc, à l'élevage. Alors, les récoltes du soja au Brésil, là vous avez une image également assez parlante, hein. On y va avec de grands champs ouverts, de très grands champs ouverts, qui sont, donc, issus, des terres, déforestées, donc, de la forêt amazonienne. Et donc, encore une fois, hein, c'est bien l'élevage bovin et les cultures de soja qui sont les premières causes de déforestation en Amazonie. Ici, vous avez, ici la déforestation et l'attaque de peuples amérindiens pour justement faire de l'élevage extensif. J'en reviens donc à ces multinationales brésiliennes, donc JBS, Marfrig et Minerva Food. Et l'État brésilien de Rondônia les a notamment attaqués, hein, a attaqué JBS, puisqu'il y aurait la preuve que JBS achète une partie de son bétail dans des exploitations qui étaient dans une zone protégée d'Amazonie, hein, une forêt qui a été en partie transformée en pâturage via la déforestation illégale. Et ça, c'est une polémique. L'État de Rondônia, l'État brésilien, a attaqué la firme JBS. Alors la déforestation a également pour origine la construction de routes. La principale de ces routes est la BR 230. BR 230 qu'on appelle également la Transamazonienne. Alors c'est une route qui est longue de plus de 4200 km, 4223 km précisément. C'est la troisième plus grande route du Brésil et elle mesure donc 4223 km, soit autant qu'entre Lisbonne et Helsinki. Elle a vu le jour en 1970 et permet de relier le Pérou à l'océan Atlantique. L'objectif initial de la route, c'était de favoriser le développement, tout en réduisant l'isolement des régions à l'ouest du Brésil. Une grande partie de la route est en terre battue et c'est pour cela aussi que le président brésilien, avant Lula, donc Jair Bolsonaro, avait pour souhait de, la reconstruire en dur, en partie, afin de permettre un meilleur développement économique pour le Brésil. La création de ces routes, hein, et notamment de la transamazonienne, donc dans les années 1970, ça a pour conséquence de faciliter l'accès à la forêt
et cela permet davantage d'exploiter donc cette forêt. Ça augmente la déforestation pour mettre en place des parcelles agricoles. Et donc le fait de réhabiliter la route, ce que voulait faire Jair Bolsonaro, ça peut avoir à terme pour conséquence de réaliser davantage donc de déforestation pour mettre en place des productions de soja et des productions des terres pour l'élevage bovin. Et là, vous avez une image de cette déforestation le long de la BR 230, donc le long de cette transe amazonienne. Donc ici, tout est brûlé et l'objectif derrière pour les agriculteurs, c'est de faire des champs ou de soja ou alors des terres pour l'élevage bovin. Si l'on regarde ici, donc les travaux de cette transe amazonienne, on va avoir un exemple assez frappant avec la ville d'Apuy, qui compte donc un peu moins de 25 000 habitants aujourd'hui, mais qui compte du coup 6 fois plus de bovins, c'est-à-dire 150 000 bovins donc dans la ville d'Apuy. On est sur cet élevage, encore une fois, extensif, permis en partie grâce à la BR 230, qui est la transamazonienne. Ici, vous aviez notamment des Indiens Pirajas qui regardent passer un camion sur la transamazonienne près de la rivière Maïsi. Alors, outre la déforestation pour des raisons agricoles ou d'élevage, et outre la construction de routes, on peut retrouver également la réalisation de barrages. Donc, les grands barrages qui exploitent le potentiel en eau de la région amazonienne. Donc, ces barrages, on va en trouver un certain nombre. Regardez la carte ici, et vous voyez les différents barrages hydroélectriques qui existent ou alors qui sont en projet. Parmi ces barrages, on peut citer le barrage de Belo Monte, situé dans l'État de Pará au Brésil, qui est actuellement la 4e plus grande centrale hydroélectrique du monde. Les travaux ont été achevés en 2016 et le barrage officiellement inauguré en 2019. Le projet a été très largement controversé en raison de ses impacts sur l'environnement ainsi que les impacts sur la population locale. Pensez donc, 1500 km² de forêt ont alors été détruites pour la réalisation de ce barrage. Alors ce barrage, si on veut le situer, il est au niveau de la rivière Xingu, le Rio Xingu, que vous avez donc sur cette partie ici. Le barrage se situe là. Et ce barrage a pour conséquence donc d'empêcher les populations locales d'avoir accès notamment à la ressource en eau qui est si importante pour eux. Le chef indigène des Kayapo, Raoni Metuktir, a notamment porté plainte contre Jair Bolsonaro pour crimes contre l'humanité. Ici, vous pouvez voir donc le chef de la tribu Kayapo qui a fait une conférence de presse dans le sud-ouest de la France. Et donc ce chef, qui est aujourd'hui âgé de plus de 90 ans, dénonce les mauvais traitements subis par les Amérindiens en Amazonie brésilienne. Moi, il les dénonçait du temps de la présidence de Jair Bolsonaro. On peut également retrouver dans l'Amazonie, dans la forêt amazonienne, des gisements pétroliers qui sont exploités au sein de la forêt, notamment en Équateur. Et certains gisements se trouvent dans le parc Yasuni, l'un des parcs les plus riches au monde en termes de matière de biodiversité. Et donc le bloc 43 ici, en pleine zone protégée, et il y a eu en Équateur un référendum appelant à l'arrêt de la production pétrolière dans cette réserve amazonienne de Yasuni en août 2023, et finalement l'arrêt a été approuvé largement par les habitants de l'Équateur. Donc 59% des Équatoriens ont voté pour la fin de l'exploitation du bloc 43 en août 2023. Mais si en Équateur, les zones protégées par rapport aux gisements pétroliers, notamment ce parc de Yasuni, a été préservé des exploitations de pétrole, ce n'est pas le cas partout, puisque il y a peu en Bolivie,
Un nouveau gisement a été découvert, par, l'entreprise publique chargée des hydrocarbures et le président, bolivien a évoqué le fait donc Luis Arce a évoqué que l'exploitation de ce bassin devrait rapporter un peu moins de 7 milliards de dollars au pays. Une manne financière certaine, dans des pays aussi qui ont besoin, de développer leur économie. Alors selon certains spécialistes, le fait qu'il y ait un nouveau gisement donc, au large de la forêt amazonienne pour la Bolivie, ça va simplement, servir d'autosubvention pour le secteur des hydrocarbures, mais ça ne va pas permettre, un développement plus important, de la Bolivie. Et l'exploitation de ce gisement risque également d'entraîner, des pollutions, pour les communautés locales et les peuples autochtones. Donc, dans cette même région, on va retrouver également, au-delà des hydrocarbures, donc en Bolivie, on va retrouver une exploitation, de l'or, hein, donc, l'extraction d'or. On peut ici voir un site là au Brésil en 2021, donc, un site d'orpaillage illégal, donc à São Félix, dans l'état du Pará, donc, au Brésil. Et puis, on peut en trouver également en Guyane française, hein, ici, le parc amazonien de Guyane française, on a de l'orpaillage illégal, on a de véritables mafias de l'or en Guyane française. Il y a notamment eu une intervention du GIGN, vous pouvez suivre ça sur une vidéo d'Hugo Clément, donc sur le front de l'Amazonie avec Hugo Clément, qui est sortie le 26 septembre 2024. Et donc aujourd'hui, en Guyane française, 10 tonnes d'or sont extraites chaque année et il y a de nombreux réseaux clandestins, sachant qu'il n'y a aucune traçabilité. Et donc, ces sites d'orpaillage ont un impact important sur l'environnement, puisque le mercure qui va être utilisé est un polluant très dangereux qui va s'accumuler dans les milieux naturels. Et lorsqu'il s'accumule dans ces milieux naturels, il va contaminer à la fois les poissons et les populations locales qui vont se nourrir de ce même poisson. Donc les rivières, les poissons sont pollués par le mercure en raison de l'orpaillage illégal. Et de la même façon, les personnes qui font de l'orpaillage ont une espérance de vie, eux, relativement faible. Donc l'orpaillage illégal, hein, c'est le mercure qui est un polluant dangereux qui va s'accumuler dans ces milieux naturels et qui va provoquer des ravages, hein, sur les rivières, sur les forêts, que ce soit donc au Brésil, en Guyane française ou bien, comme on l'a vu avant, en Bolivie. Ainsi, comme nous venons de le voir, l'enjeu économique s'impose généralement face à l'enjeu environnemental. Lorsque au Brésil, Jair Bolsonaro décide de rénover la transamazonienne, c'est à des fins économiques. L'idée est de développer au mieux son pays. Lorsque les agriculteurs brûlent la forêt amazonienne pour obtenir des champs plus vastes, pour cultiver du soja ou pour l'élevage extensif de bœuf, c'est toujours dans une optique de produire davantage et d'exporter davantage. Euh, et donc de s'enrichir. De la même façon, en Bolivie, lorsque des gisements d'hydrocarbures se trouvent à proximité de la forêt amazonienne, on entend que leur exploitation pourrait permettre donc au pays de gagner beaucoup d'argent et d'accroître donc son profit et donc le bien-être quelque part de ces populations. Enfin, l'orpaillage illégal, à l'échelle individuelle, permet à de nombreux Brésiliens, de nombreux habitants de Guyane française ou autres, de sortir de la misère, d'où l'essor de cet orpaillage illégal. Cependant, face aux injonctions économiques se posent les injonctions environnementales. Si demain rien ne change, qu'en sera-t-il de l'Amazonie? Quels sont les enjeux liés à la préservation de cette forêt amazonienne? C'est ce que nous allons voir maintenant dans une troisième partie. Donc quel avenir pour, l'Amazonie? Alors, dans un premier temps, on peut voir ici, les feux de forêt, hein, donc au mois de septembre 2024. Feux de forêt, donc en Amazonie, hein, qui ont touché, 60 du territoire brésilien. Les principales villes brésiliennes étaient touchées par des fumées importantes se propageant depuis la forêt amazonienne. Alors ces feux de forêt, hein, sont pour la plupart d'origine humaine, d'origine criminelle. Il s'agit notamment pour les agriculteurs d'augmenter leur surface d'exploitation au détriment de la forêt amazonienne. Et en raison de la sécheresse record qui touche la région, les feux se propagent de plus en plus vite. Il faut savoir que l'Amazonie est un important puits de CO2. Il est capable de stocker 123 milliards de tonnes de carbone et aujourd'hui, les risques
que l'on perçoit sont à une éventuelle savanisation de cette forêt amazonienne. Alors, la savanisation de la forêt amazonienne, hein, donc la transformation de cette forêt en savane, est liée au point de bascule éventuel, hein, évoqué par, les scientifiques, point de bascule qui ne permettrait plus de sauver cette forêt tropicale qui deviendrait dès lors une savane, hein. Donc à partir de l'évolution, des températures, la baisse des précipitations, l'augmentation de la sécheresse, il pourrait y avoir un point de bascule, en Amazonie et pour, certains scientifiques, hein, la déforestation, ne doit pas seulement être stoppée, mais il faut aussi reboiser, hein, pour sauver la forêt, amazonienne. Et donc cette savanisation de l'Amazonie aurait des répercussions sur les capacités de stockage de CO2 et de fait pourrait avoir un impact important sur l'évolution générale du climat. Donc si on regarde les chiffres que l'on a à l'écran, 20% donc de la forêt amazonienne ont été éliminés depuis les années 1970, hein. C'est l'équivalent de la France et de l'Allemagne réunies, ou bien c'est l'équivalent de 184 millions de terrains de foot donc, qui auraient été détruits dans la forêt amazonienne. Alors, la forêt amazonienne, du coup, pourrait devenir une savane et cette savanisation donc aurait un impact considérable sur la biodiversité. Ici, on vous parle du jaguar, et les chercheurs estiment, par exemple, pour le jaguar, celui-ci serait mis en danger, hein, s'il y avait donc, une savanisation, une transformation de la forêt en savane. Cette transformation en savane aurait, des répercussions, encore davantage sur l'écosystème local puisque à force donc de perdre des arbres, la disparition d'arbres entraîne une baisse des précipitations puisque les arbres par, l'évaporation, l'évapotranspiration ont un impact sur, la pluviométrie. Moins il y a d'arbres, donc plus on déforeste, plus on dégrade la forêt amazonienne, moins il y a d'arbres et plus le climat est sec. D'où le cercle vicieux de la savanisation. Donc là, on vous remet un petit peu un graphique, enfin quelques images plutôt, par rapport à l'impact donc des forêts hein, sur le climat. Et on vous dit qu'en Amazonie, les plantes transpirent en moyenne 4 mm d'eau par jour et 4 litres par mètre cube. Et donc les pluies sont ensuite transportées à proximité, et donc ce qui en fait une zone humide. Avec la coupe et la transformation donc de la forêt en pâturage, la transpiration, qui était donc à 4 mm d'eau par jour, tombe à 1 mm d'eau par jour. Et donc, une Amazonie avec moins d'eau, c'est une Amazonie qui se transforme peu à peu en savane, et on estime que la forêt amazonienne est de moins en moins résiliente, hein. La résilience, donc sa faculté à se remettre donc de la déforestation, est de moins en moins importante. Alors si on prend le principal pays sur lequel la forêt amazonienne se trouve, à savoir le Brésil, on se rend compte que la politique menée a beaucoup évolué ces dernières années. Entre 2019 et 2023, sous la présidence de Jair Bolsonaro, on a assisté à un record de déforestation. La forêt amazonienne a atteint des niveaux records jamais vus depuis 15 ans, sous la présidence de Bolsonaro. Ce dernier, qui avait notamment déclaré que l'Amazonie n'était en rien le patrimoine commun de l'humanité, a soutenu en 2022 via un décret l'orpaillage. Son objectif était de favoriser la recherche et l'exploitation artisanale de l'or dans les rivières aurifères au sein de la forêt amazonienne. Jair Bolsonaro a été battu en 2023 et en 2022 et en 2023, en janvier 2023, c'est Luiz Inácio Lula da Silva qui est redevenu président du Brésil. Ce dernier était président entre 2003 et 2011 et lors de ses mandats, la déforestation avait nettement ralenti. Sous Bolsonaro, elle a explosé, mais sous Lula, elle avait ralenti, et Lula promet une déforestation zéro pour 2030. Cette déforestation zéro, donc effectivement, elle est martelée par Lula,
Alors, en 2023, donc depuis 2023, 5000 km² de forêt amazonienne ont été rasés, soit l'équivalent du département des Bouches-du-Rhône, mais c'est moitié moins qu'en 2022, où sous Bolsonaro, en 4 ans, c'est un peu plus que la Suisse qui avait été rasée. Et donc en 2022, on était à 10 000 km² de forêt amazonienne rasée. Toutefois, la politique de Lula n'est pas sans contrepartie, en quelque sorte, n'est pas sans quelques points un peu sombres, puisque l'autre forêt, donc au nord de Brasilia, la forêt du Cerrado au Brésil, connaît un record de déforestation en 2023 sous la présidence de Lula. D'un côté, il préserve l'Amazonie, mais de l'autre côté, le Cerrado est largement déforesté. Il faut noter que la déforestation ralentit au Brésil, puisque dans les années 90, cette déforestation était encore plus importante. Sous Jair Bolsonaro, on a vécu donc des records. Sous Lula, on a diminué donc la déforestation, mais beaucoup d'efforts restent à faire. Ces efforts qui restent à faire sont liés avec les COP, les conférences des partis, hein, qui sont des rassemblements des différents pays de la planète pour évoquer le climat et évoquer les enjeux environnementaux à venir. Donc la COP 28 qui a eu lieu à Dubaï a vu Lula demander la création d'un fonds pour la protection des forêts tropicales. Nul doute que la COP 29 qui a lieu à Bakou, qui aura lieu à Bakou dans quelques mois, en décembre 2024, sera également un enjeu important pour l'avenir donc de la forêt amazonienne. Et puis surtout, la COP 30 qui aura lieu au Brésil, à Belém, aura sans doute pour sujet, un des sujets principaux, la question de la forêt amazonienne. Ainsi, nous l'avons vu, les défis concernant la forêt amazonienne pour demain, pour l'avenir, sont nombreux. Ces défis vont devoir mettre à contribution l'ensemble des pays de la planète à travers les conférences des parties, les COP, COP 29 à Bakou en décembre 2024 et la COP 2025, COP 30 à Belém au Brésil, ces COP auront sans doute la forêt amazonienne comme sujet, en partie. Par ailleurs, est-ce que au Brésil, Lula, le président brésilien Lula, est-ce qu'il parviendra d'ici à 2030 à empêcher toute déforestation nouvelle de la forêt amazonienne? Cela reste encore à voir et à prouver. Tous ces enjeux sont importants à l'échelle de l'humanité, à l'échelle de la planète. Qu'en sera-t-il demain de la forêt amazonienne? Nous n'avons pas encore les réponses, mais l'humanité doit absolument trouver des solutions pour préserver cette forêt amazonienne. C'est ainsi que nous terminons donc cette vidéo par rapport à l'exposé « La forêt amazonienne, un environnement fragile et exposé ». Et nous nous retrouverons plus tard pour d'autres vidéos en lien avec vos exposés.